Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, émission numéro 19 de la saison 2 de Boisvert Radio. La situation actuelle est difficile pour les jeunes hockeyeurs du Québec. 2021 est à nos portes et la saison n'est toujours pas commencée. Et si le sort de la saison est toujours en suspens, celui de plusieurs tournois à travers la province est déjà scellé. Plusieurs directeurs là, ont malheureusement été contraints d'annoncer l'annulation de leur événement. Aujourd'hui, on parle du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, le plus grand tournoi de hockey mineur au monde. Avec nous, on a notre collaborateur fidèle au poste quand il est question de hockey, James Letourneau. Comment ça va, James? Salut mon Charles, ça va bien toi? Oui, super. Écoute, aujourd'hui, on parle du tournoi Pee-Wee de Québec. Et quoi de mieux que pour le faire que de recevoir son directeur général, Patrick Dom. Donc, il est mon invité aujourd'hui. Mais c'est plus qu'un directeur général, là, c'est vraiment toute une histoire liée au tournoi. Patrick est un bon conteur et ça va donner un podcast très intéressant. Patrick Dom, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va bien, les gars, vous autres? Oui, super. Oui. Écoute, tu es directeur général du tournoi Pee-Wee de Québec depuis 28 ans. Mais avant ça, tu as été joueur au tournoi. Quel souvenir gardes-tu de ton passage comme joueur? Ah, mon Dieu, écoute, tu t'en rappelles toute ta vie, hein? C'est pour ça que je peux comprendre. Bon, comme tu disais, l'entrée de jeu, là, cette année, il n'y a pas de tournoi en 2021. Je peux comprendre les 2008, parce que cette année, ça devait être les 2008 qui ne pourront pas venir. Ça fait 30 quelques années que j'ai joué au tournoi, puis je pourrais dire que je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, je peux comprendre c'est quoi le passage au tournoi Pee-Wee pour un jeune. Ça reste, tu sais, quand tu dis que bon, il y a 1% des joueurs de hockey de ce jeu qui vont jouer dans la Ligue nationale. Donc, ça reste un fait marquant dans ta carrière. Oui, c'est sûr. Puis ton tournoi en tant que tel, comment c'était? Est-ce que vous avez gagné? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu aurais une autre question que celle-là, peut-être? Non, Ça s'est mal écoute, passé? sérieusement, on devait tout gagner. On n'avait pas une défaite en arrivant au tournoi. Et on devait tout gagner normalement. Et on s'est fait clencher, je vais dire que ce mot-là, 8-1 par Saint-Georges-de-Beauce. Écoute, on a joué samedi, il était midi, et on devait, comme je t'ai dit, on devait tout gagner. Il y avait environ, je ne sais pas, 10, 11 000 personnes dans ce Colisée à ce moment-là. Là. Et écoute, on a gelé, les genoux nous shakeaient, on n'était plus capable de patiner, sincèrement. Quand je dis que c'était impressionnant de jouer devant 10, 11 000 personnes, ben, c'était vrai. Ouais. Et suite à ça, et dans ce temps-là, ben, c'était une game sec. Hein, tu perdais, c'était terminé. Ah ouais. Et tu t'en allais du côté de Barnière à ce moment-là. Le tournoi de consolation était à Barnière. Okay. Et pour te dire comment ça pouvait influencer un petit gars de 11-12 ans, là, on est allé tout gagner à Barnière. On a gagné la finale à Barnière. Donc, c'était notre seule défaite de l'année. Pas dans le bon temps. Mais comme veux-tu, ça fait partie de l'expérience et de la vie. Oui. Ouais, excellent. Puis, avant de devenir directeur général, là, vous avez été bénévole dans le tournoi là, longtemps. On voulait savoir le parcours là, que vous avez dans l'entourage du tournoi pour devenir justement directeur général. Ben, il faut comprendre qu'à quelque part, je suis né. Là, présentement, nos bureaux sont au centre Vidéotron. Ouais. Fait que quand je fais ça, c'est au centre Vidéotron. Donc, on n'est pas tellement loin du Colisée. Donc, je suis né à côté. Hein, je suis né à côté du Colisée. Et puis, pour nous autres, le tournoi Pee-Wee, c'était immense, c'était grandiose là, en tant que tel. C'était un événement. On manquait de l'école pour aller au tournoi Pee-Wee, c'était une bonne chose. Fait que, on arrivait, puis ça a fait partie de nos gènes hein, d'être au tournoi. Fait que c'est sûr que de l'avoir joué, c'était une chose. Puis après ça, ben, tu t'imprègnes de ça. Hein. Donc, j'ai commencé à transporter des poches d'équipement là, dans le Colisée en ce temps-là avec regretté feu Jean-Claude Fournel. Donc, on a commencé aux équipements. Après ça, on a monté tranquillement au transport. Et après ça, moi, puis il y a un de mes chums d'enfance qui est encore avec moi, qui s'appelle Anthony Murphy, qui est le vice-président du tournoi aujourd'hui. Faut comprendre qu'on est une petite clique là, qui était toute proche du Colisée. Et Anthony et moi, on a grandi, on a monté les échelons tranquillement. Et il y avait ce qu'on appelait le registraire, dans le fond, qui était un peu le cœur et les poumons du tournoi. Et il y avait Ronald Côté qui était là avec Roland Carpentier et qui avait dit après, je pense que c'était en 92, et on disait après 92, on va arrêter. Donc, moi et Anthony Murphy, on a un peu repris ça tranquillement. Il y avait Alex Légaré qui était là aussi comme président. Et nous, ben, on s'est ramassé du jour au lendemain comme registraire en 93. Et puis, de fil en aiguille, on a monté. J'avais un autre emploi à ce moment-là qui nous donnait la chance de pouvoir faire celui-là. Parce qu'on travaillait juste 12 jours à la cimenterie, donc ça faisait bien. Mais il est arrivé un temps où, bon, on a commencé à faire grandir et grossir le tournoi.
Et là, ben, je suis allé voir M. Légaré. J'avais dit, M. Légaré, j'ai dit, je l'aime beaucoup le tournoi, mais il faudra que ou vous m'engagez ou je ne peux pas faire les deux, ça devenait impossible. Et je me souviens très bien, j'avais un emploi qui était quand même assez bien rémunéré à Cimenterie Saint-Laurent. Et j'avais tout laissé pour venir travailler 6 mois par année avec 6 mois de chômage pour le tournoi Pee-Wee. Puis je me souviendrai toujours, dans ce moment-là, tout le monde autour de moi m'avait dit « Mais t'es complètement cinglé là, d'avoir fait ça. T'as un job à vie, tout ça. » Et mais c'était ma passion, il faut croire que c'était ça. Et la beauté de la chose, c'est que 2 ans après, ben, j'étais rendu à 9 mois par année au tournoi Pee-Wee, puis la cimenterie a fermé. Fait que, il n'y a pas d'hasard des fois dans la vie. Ouais. Et puis, c'est ça. Tranquillement, pas vite, on en est venu là. Alex, avec son groupe, sont partis, eux, en l'an 2000. Ils voulaient faire l'an 2000 au tournoi. Moi, je travaillais déjà pour eux. Et notre nouveau groupe avec Michel Plante, Anthony Murphy, puis tout ça, on a pris les rênes en tant que tel du tournoi comme dirigeant en 2001. Puis on est là encore aujourd'hui en 2021, 20 ans plus tard. All right. Oui, puis tu en parlais un petit peu. D'habitude, le tournoi en temps normal, c'est 12 jours par année. Mais il y a beaucoup de préparation avant ça. Coordonner les avions, les équipes, les familles d'accueil, les matchs, les officiels, les bénévoles, puis plusieurs autres aspects là, qui font le tournoi si spécial année après année. Mais pour toi, c'est quand même une job à temps plein. Encore là, tu en parlais. Quelles sont les tâches là, que tu dois effectuer là, dans le boulot? Ah, mon Dieu, Seigneur. On va nous prendre un podcast à 3h30. Mais il faut comprendre, qu'on est rendu 5 à temps plein. Quand des fois, on dit ça, là, qu'on est 5 à temps plein, c'est sûr que dans le temps du tournoi, c'est le fun parce que tu as les 800 bénévoles qui embarquent. C'est quand même 800 bénévoles qui viennent nous aider. Mais on est quand même 5 personnes à temps plein au tournoi. Comme je disais tantôt, dans nos bureaux ici, là, au centre Vidéotron, on est quand même assez choyés là-dessus. Là. Mais ça part d'organiser, que ce soit les commandites, les cédules, les équipes, tout ce qui est comité de transport. Écoute, il y a 18, on chapeaute en tant que tel 18 comités, là, que ce soit de la restauration aux équipements, aux parties au concours, aux arbitres, au logement, aux officiels mineurs. Écoute, comme je te dis, il y en a 18. Donc, notre rôle en tant que tel, c'est de les chapeauter, de les aider, de les guider jusqu'à temps qu'on arrive au tournoi. Mais à travers tout ça, il y a tout le dossier, effectivement, des commandites, des rapports à faire pour les gouvernements, les ci, les ça, les rencontres. Mais ça fait 28 ans, puis je suis obligé de te dire que je viens travailler. Peut-être pas cette année à cause de la COVID, là, puis c'est un peu plus proche, mais autrement, j'ai toujours dit, c'est le plus bel emploi au monde. Je ne changerai pas. J'ai eu des offres intéressantes pour y travailler avec Hockey Canada ou même les équipes professionnelles. Puis c'était pas pour moi quelque chose, pas que je n'ai pas regardé et que je n'ai pas écouté, mais ça reste que c'est le plus bel emploi au monde. Là. Tu ne peux pas demander mieux en tant que tel là, de travailler dans le monde du hockey, de rencontrer des gens qui sont sympathiques, intéressants. Puis il y a des situations toujours qui sont cocasses aussi, puis des fois moins le fun aussi. Ben, directeur du plus grand tournoi de hockey mineur au monde, c'est clair que si c'est pas la meilleure job au monde, c'est dans les meilleurs. Là. C'est vraiment bien. Pour moi, c'est la meilleure. Il y a tellement de pays là, qui vont au tournoi, c'est incroyable. Par exemple, moi, en 2020, j'ai arbitré une équipe de la Corée du Sud qui est venue au tournoi dans leur match là, contre les Dracors de Caen au centre Vidéotron. Donc, Corée du Sud contre France, en tout cas, il y a tellement de pays, c'est fou. Comment on fait pour rejoindre autant de pays et comment on fait justement pour attirer des pays justement qui ne sont pas nécessairement portés à jouer au hockey? Comment on fait pour les attirer à Québec, ces genres de pays-là? On fait rien. On fait rien, c'est eux autres qui nous appellent. Ils viennent eux-mêmes? C'est eux autres qui nous appellent. Sincèrement, écoute, on accepte. Écoute, on a fait une conférence de presse la semaine dernière parce que, bon, comme il n'y a pas de tournoi, on va annoncer une prochaine chose en 2022. Mais normalement, c'est 120 équipes qu'on accepte. L'an dernier, c'était 20 pays différents. Tantôt, James, tu parlais tantôt des transports et des hôtels. Là. On a quelqu'un qui est là-dessus, nous autres, presque à temps plein uniquement pour gérer les hôtels, les transports, les activités. Donc, mais c'est eux qui nous appellent. On a accepté 120, on en a refusé 200. Donc, ça donne un peu l'idée, mais c'est de fil en aiguille. Hein. Je pense que, j'ai toujours dit, quelqu'un me demandait si on pouvait recréer le tournoi Pee-Wee. Je pense que c'est impossible. C'est impossible. Ouais. C'est les 61 ans d'histoire qui font que ce que le tournoi est rendu aujourd'hui. Donc, quand tu es rendu à 20 équipes,
Ça 20 reste un tournoi. Je ne suis pas en train de dénigrer le tournoi, puis ça reste un tournoi Pee-Wee. Ce n'est pas la Ligue nationale, mais de 20 pays différents. C'est 2000 jeunes là, qui débarquent à Québec pour une période entre 7 et 10-12 jours. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas besoin de le faire. C'est eux qui viennent à nous. OK, fait, par exemple, les équipes chinoises de l'Australie, japonais, de la Lituanie, là, c'est toutes eux autres qui vous contactent en premier, puis après ça, tu les acceptes au tournoi, puis Oui, exact. dans certains cas. Là. Et nous, on a un représentant qui travaille pour nous en Europe. OK. Qui, à ce moment-là, devient aussi un point de chute, un point de contact. Là. Donc, si les équipes européennes et aussi en Asie, parce que des demandes, on en a, comme je te disais tantôt, on en refuse 200, donc c'est quand même énorme. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des pays, des fois, et on va en venir sur notre la conférence de presse avec l'avenue de la classe Pee-Wee A. Ouais. Donc, il y a des équipes où le hockey n'est pas nécessairement pas une tradition dans leur pays, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou justement en Corée du Nord, en Corée du Sud. Ou à Taïwan. Donc, ce ne sont pas des puissances, tout simplement. Mais pour nous, au côté international du tournoi, c'est sûr que ça vient mettre là, quelque chose d'impressionnant. On ne se le cache pas. Le tournoi, c'est 14,4 millions de retombées économiques d'argent neuf. Là. Et quand on parle d'argent neuf, c'est de l'argent qui provient vraiment de l'extérieur de la province. Donc, c'est énorme comme moteur économique pour la Ville de Québec. Vraiment. Oh oui. Puis évidemment, au tournoi Pee-Wee, il y a tellement de choses qui se passent. Là. Avec quelqu'un d'expérience comme toi, ben, j'imagine que tu as plusieurs anecdotes à nous raconter. Tout d'abord, je sais que tu veux nous parler d'une anecdote là, en lien avec des fruits. Écoute, ça doit faire à peu près 20 ans de ça. On est une équipe d'Ukraine et les jeunes sont dans les familles d'accueil. Il faut comprendre qu'avant que l'équipe arrive à Québec, ils ont sûrement voyagé pendant 40 heures à peu près, du moment où ils partent de leur ville, qui s'en vont à Moscou, en train de Moscou jusqu'à Zurich, de Zurich jusqu'à Montréal et de Montréal jusqu'à Québec en autobus. Donc, il peut se passer facilement 40 heures. Donc, on a une équipe d'Ukraine qui arrive. Et dans ce temps-là, le point de chute était le Patro Rocamadour, qui était situé pas très loin du Colisée. Donc, l'autobus arrive et on voit que tout le monde est brûlé. Fait que les jeunes s'en vont dans les familles d'accueil. Et l'entraîneur, j'ai dit, il y avait un Provigo à côté, pour ne pas le nommer. Et j'ai dit, écoute, va te choisir des affaires en dedans pour asseoir. Puis demain, on s'organisera comme il faut avant d'aller dîner à l'hôtel. Donc, écoute, ça doit faire 10-15 minutes quand on dedans, 20 minutes. Et le gérant du Provigo sort, puis il me dit, Patrick, il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton gars. Là. Fait que je rentre en dedans et il est dans les fruits et légumes et il les touche. Il les touche tous. Parce que pour lui, c'était impensable d'avoir des bananes ou des oranges ou des pommes au mois de février. Il pensait que c'était en plastique. Ah, ouais. Donc, ça vient des fois te remettre un peu en perspective là, de dire « Wow, on est chanceux, on s'en aperçoit pas, nous autres, hein, c'est acquis pour nous autres d'avoir des bananes et des oranges. » Mais pour lui, il ne pouvait pas concevoir qu'en février, on soit capable d'avoir des fruits frais à Québec. Ah, wow. Ouais, c'est là que le tournoi Pee-Wee, il y a tellement de pays différents. Fait que il y a comme un certain choc de culture, puis justement des personnes qui arrivent de d'autres pays qui sont moins habitués à certains rituels ou certaines choses acquises là, des Québécois. Tu as une histoire également en lien avec l'eau? Écoute, on pourrait, je te l'ai dit, on pourrait faire des heures. Hein? Oui. Mais en tant que tel, quand tu viens au tournoi Pee-Wee, c'est facile pour les équipes de Québec. Bon, ils sont toutes régies par Hockey Québec. C'est pas tout le cas partout. Hein? Donc, on a des règlements. Il faut normalement que tu sois une équipe qui joue ensemble toute l'année. Si tu es ce qu'on appelle un traveling team, là, ou une équipe indépendante, tu ne peux pas prendre tes joueurs plus que dans un rayon de X distance. C'est sûr qu'on va jouer un club du Mexique. Si on les restreint à une petite distance, on n'aura pas une grosse équipe. Donc, la distance, c'est 100 000. Et on a une équipe de Floride qui vient au tournoi et il y en a toujours qui vont s'essayer de tricher. Ça, c'est clair qu'il y en aura toujours qui vont essayer de tricher. Et au Colisée, à ce moment-là, on avait un endroit qui était un peu le point de rassemblement, qui était le coin nord-ouest, là, où tout le monde se rejoignait un peu, si on veut. Donc, on passait quand même beaucoup de temps nord-ouest. Et il y a une dame, une Américaine, qui vient me voir et qui me dit, elle dit, écoutez, mon fils est en bas, j'aimerais ça aller lui porter une bouteille d'eau. Et les accès étaient restreints pour les parents parce que sinon, il y avait beaucoup trop de voyagement. Ouais. Fait que je dis à madame, écoutez, je ne peux pas vous faire descendre, mais je peux aller y porter. Fait que je jase avec la dame, puis je dis, bon,
votre fils, on ne voit pas toujours tout, hein, ça roule vite dans le temps du tournoi. Donc, j'ai dit, vous jouez pour qui? Fait qu'elle a dit, je joue pour l'équipe de la Floride. Fait que j'ai dit, vous êtes de quelle région? Elle a dit, je suis de New York. Mais... Et là, ça a fait ting-ting dans ma tête. Fait elle ne pouvait pas. Donc, le coach avait donné une fausse adresse pour le jeune. Ouais. On est tombé sur ce jeune-là, que sa mère voulait lui donner une bouteille d'eau. Elle va le regretter pour le restant de ses jours de vouloir lui donner une bouteille d'eau. Fait que nous, on est descendus en bas, on est allé voir le coach. Écoute, on lui a dit, écoute, on le sait que tu as tout le moins un joueur illégal. Finalement, il y en avait 3. Et parce qu'on a beau les vérifier, les revérifier, il y a toujours, quand tu veux tricher, tu vas trouver une façon de tricher. Là. Ouais. Donc, et on lui a dit, ben, tu as le choix. Ou tu joues ta game et tu la perds par défaut, ou tu retires les 3 jeunes. Et finalement, il y en avait 3. Fait que finalement, il a décidé de jouer sa game et de la perdre par défaut pareil. Mais de toute façon, il l'avait perdu, sa game. Donc, c'était pas une défaite à ce moment-là parce qu'il avait déjà perdu. Mais advenant le cas où il aurait gagné sa partie, il l'aurait perdu. OK. Je pense que j'avais pas entendu cette histoire-là exactement, mais je me rappelle il y a quelques années d'une équipe de la Floride qui avait justement triché ou qui avait été disqualifiée. Je pensais que c'était parce qu'il y avait des joueurs trop vieux. Mais non, ça, c'est à l'époque. Au niveau des joueurs trop vieux, au niveau des joueurs trop vieux, non, il y a des histoires que je ne peux pas raconter, mais non, là-dessus, c'est quand même. Non, c'est pas, ça n'arrive pas. Je me souviens même pas de mémoire d'homme qu'on ait eu des joueurs trop vieux. OK. Fait que dans tout ce qu'on voit dans le tournoi, dans le film Pee-Wee 3D avec les joueurs de la Russie qui ont genre de la barbe et qui ont 15 ans, ça, c'est tout imagé. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est un film, hein? Ouais. All right, James, continue. Excellent. Je sais que tu as une histoire aussi là, en lien avec des tempêtes de neige. On est à Québec, hein, c'est sûr que... Ouais. On est... ça doit faire, je ne me souviens pas de quelle année. Comme je disais tantôt, il y a environ 1000 jeunes qui sont hébergés dans les familles d'accueil, donc 500 familles parce que les jeunes sont logés 2 par 2. Et on a une tempête de neige. Puis on le sait, nous autres, ça joue. Faut que tu t'organises pour être là. Nous autres, ça joue, ça n'arrête pas. Et il y a une équipe qui est hébergée. La plupart des jeunes sont sur l'île d'Orléans. Et le pont de l'île est complètement fermé. Même les employés de la voirie sont pris sur le pont de l'île. Et nous, il faut que ça joue. Comme je l'ai dit, il va y avoir une dizaine de jeunes qui sont là, donc 2 par 2, 5 familles. Et on appelle des clubs de motoneige de la Ville de Québec et les clubs de 4 par 4 de la Ville de Québec à nous aider. Donc, les jeunes, des skidoo, des motoneiges qui vont chercher les jeunes sur l'île, qui les amènent de l'autre côté du pont d'île en motoneige. Et de là, il y a les clubs de 4 par 4 de la région de Québec qui sont là, qui nous ouvrent le chemin pour amener les jeunes au Colisée. Je me souviens toujours, c'était un club de Sainte-Catherine en Ontario. Et le coach m'avait dit, j'aurais voulu vivre ça un jour, j'aurais jamais pensé que des skidoo et des 4 par 4 nous ouvriraient le chemin pour venir jouer une game de hockey au tournoi Pee-Wee. Lui, ça l'a marqué, puis nous autres aussi, ça nous avait marqué. Mais lui, ça l'avait marqué là, vraiment pour la vie. C'était beau de voir l'entrain de solidarité des gens pour absolument que les jeunes viennent jouer leur partie. Good. Puis ta dernière histoire, c'est en lien avec un one-way bench. Écoute, la meilleure équipe pour moi qui a jamais joué au tournoi Pee-Wee, c'est l'équipe de Drosba 78. Donc, l'équipe que Zouzid a fait part, que Dénis Dubrus, qui joue pour le Canadien de Montréal. Écoute, il y a 8 joueurs dans cette équipe-là qui ont été repêchés dans la Ligue nationale de hockey. C'est une équipe de Kharkov en Ukraine. Cette équipe-là, c'était, je le dis là, puis c'est la plus belle équipe que j'ai jamais vue jouer passer au tournoi Pee-Wee. C'était Ivan Bravilov, qui est décédé aujourd'hui, qui était l'entraîneur de ça. Et sur le banc, c'était ce qu'on appelle un one-way bench, c'était un banc unidirectionnel. La personne qui rentrait, le joueur qui rentrait au banc par le banc en arrière, celui qui était en avant, il allait prendre sa place, peu importe c'était qui. Donc, que ce soit un défenseur, un ailier gauche, un centre, n'importe où, le gars qui rentrait, le gars, il allait prendre sa place. C'était de toute beauté de voir jouer cette équipe-là. Et lui, dans sa tête, il se disait, moi, peu importe où ce que mon joueur va jouer, il va savoir ce qu'il faut qu'il fasse. Et c'était exactement ça. Et comme je te dis, ils ont fait des tournées à travers le Canada, les États-Unis, même à l'âge Bantam, ils sont allés au tournoi, le MAC, ce qu'on appelle à Calgary.
Ils ont gagné le MAC à l'âge Bantam. C'était absolument fantastique d'avoir joué cette équipe-là. Mais de y voir Wenway sur le bench, ça aussi, ça valait de l'or. Good. Ben, pour les auditeurs qui ont peut-être moins compris, je pense que c'est genre, par exemple, tu as des joueurs en file sur le banc, tout collés en direction d'une porte. Quand tu étais sur la glace, tu t'en vas sur le banc, ben, tu rentres par l'autre porte, tu t'en vas te coller au bout de la file. Puis le premier sur le bord de la porte embarque, peu importe c'est qui, peu importe sa position. C'est bien ça? Tu as très bien résumé. C'est en plein ça. Wow. C'est quand même, t'es une équipe, justement, puis oui, élite, puis tu fais ça, peu importe attaquant, défenseur, ça doit être. C'est fou. Et c'est ce qu'il se disait, dans le fond, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il dit, moi, je veux que mes joueurs savent ce qu'ils doivent faire, peu importe où ils sont sur la patinoire. Ouais. Mais c'était de toute beauté de les voir jouer. Là. Ouais. Parlons maintenant des tournois, du tournoi de cette année, de 2021 qui a été annulé et du tournoi de 2022 qui s'en vient quand même. Parlons de cette année. D'abord, le tournoi de 2021 a été annulé. J'imagine que ça n'a pas dû être facile à prendre comme décision. On est chanceux, hein? On a tous gardé nos emplois, les 5, parce qu'on travaillait, on a dit qu'on allait travailler sur des projets pour 2022. Il faut comprendre qu'à la base, quand on a fini le tournoi de 2020, l'année dernière, on était à 10 jours de l'avoir cancellé. Parce que 10 jours plus tard, puis c'était terminé, il n'y en avait plus de tournoi. Les cas commençaient ici, puis on fermait tout. Y a-t-il des équipes de l'an passé qui n'ont pas pu aller au tournoi justement à cause qu'ils étaient confinés dans leur pays respectif ou je ne sais pas quoi? Non, tout le monde est venu, mais c'est sûr qu'on avait des clubs de l'Italie, de la France puis de l'Angleterre où déjà là, eux, les cas chez eux étaient à la hausse. Ouais. C'est pour ça que je dis que 10 jours plus tard, ça aurait été impossible de tenir le tournoi. Ouais. Donc, quand on a vu ça au début, tu te dis, ça va être H1N1, ça va être le SRAS, ça sera pas. Ça va faire comme beaucoup de virus, ça va te faire 1 mois, 2 mois. Et je te dirais que quand ils ont cancellé les Olympiques à Tokyo, là, c'était OK. Là, je pense qu'on s'en va vraiment vers ça. Je pense qu'il n'y a pas plus grands événements au niveau sportif que les Olympiques. De canceller les Olympiques, c'était pour moi le coup là, qui dit je pense que c'est du coup, on s'en va vers ça. Et tu l'as dit tantôt aussi, hein, on ne l'organise pas. Beaucoup de gens, malheureusement, puis je les comprends, pensent qu'on organise le tournoi en l'espace d'1 mois, 3 semaines. Pas du tout. J'ai dit tantôt, c'est 6-7 mois à 5 personnes à temps plein pour organiser le tournoi Pee-Wee. Ouais. Donc, la date limite qu'on pouvait attendre, c'était le 31 août, le 1er septembre, là, de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et plus ça allait, on connaît le résultat aujourd'hui. Hein, on est encore pris 9 mois plus tard, encore pire qu'au mois d'août, parce que le moment où on a pris la décision. Ouais. C'est sûr que tu peux pas imaginer que tu vas canceller le tournoi Pee-Wee, que ça va être la même chose pour Tokyo, que c'est la même chose pour le festival d'été. Là. Tu peux pas te dire, comme dirigeant, hey, on va canceller ça. Ça se peut quasiment pas. Ouais. Mais c'est la vérité, c'est comme ça. Puis il n'y a rien qu'on peut y faire, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. C'est la première fois que le tournoi Pee-Wee est annulé depuis qu'il a été lancé? Oui, première fois en 61 ans. C'est peut-être ce qui est le plus dur pour nous. En tout cas, moi, je parle pour moi. C'est que là, on est au mois de décembre, là, vers la fin décembre. Ouais. Et normalement, là, on est comme des poules pas de tête au bureau. Ça court partout, les cédules, tout le monde nous appelle. C'est les commandes, c'est les hôtels, c'est les ci, les ça. Et là, c'est le calme plat. Ouais. Et je suis au bureau présentement, puis ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on se parle. Il n'y a pas un coup de téléphone qui s'est donné depuis tantôt. Là, fait que c'est difficile, ce côté-là, de se motiver au fait qu'il n'y aura pas de tournoi. C'est pour ça qu'on a annoncé des activités pour nous autres aussi, nous remettre dedans. Mais on va juste partir plus gros, plus fort en 2020. Oui, justement, tu viens de le mentionner. Le tournoi a quand même annoncé, a fait plusieurs annonces le 15 décembre dernier pour compenser l'annulation du tournoi de cette année. Évidemment, il n'y a rien qui remplace le tournoi en tant que tel, mais pas mal d'affaires pour dédommager un peu là, les 2008 qui se retrouvent là, sans tournoi cette année. Entre autres, là, un événement clin d'œil pour les équipes qui ne font pas le tournoi, un camp d'hockey en lien avec l'école d'hockey du Canadien de Montréal. Un concours spécial pour gagner sa place à l'édition 2022, une suite à l'Hôtel de Glace et finalement une toute nouvelle catégorie, soit le Pee-Wee l'an prochain, un tournoi qui va comprendre 24 équipes.
faisant passer de ce fait le tournoi de 120 à 144 équipes. Parlons du PIWIA. Qu'est-ce qui a motivé là, cette décision d'inclure cette nouvelle catégorie-là? C'était. Beaucoup de jeunes, Paul faisait le reproche, mais c'est sûr qu'on a les meilleures équipes PIWI au monde, là, d'habitude. Beaucoup de jeunes ne faisaient pas le reproche, mais faisaient la suggestion, la recommandation de dire vous devriez peut-être aussi être accessible au PIWI. PIWIA, c'est la plus grosse classe au niveau récréatif. Donc, on avait depuis des années cette demande-là. On avait eu des appels aussi avec le maire, M. Labaume, qui demandait à Patrick on veut que vous fassiez partie des événements forts pour en repartir l'économie en 2022. Donc, tout est aligné pour qu'on le fasse et on s'est dit parfait. Comment on le fait maintenant? Parce qu'il ne faut pas non plus, dénaturer le tournoi. De dire on va aller jouer. J'ai rien contre l'Arena de Bardy, là, mais d'aller jouer le tournoi à l'Arena de Bardy, c'est pas le tournoi PIWI. Donc, depuis maintenant, quelques années, plusieurs années même, on est en lien avec le pavillon de la jeunesse. On a 2 arénas, un de 20 000 places, puis un de 5 000 qui sont à 50 pieds de distance. Donc, il y a une belle synergie entre les deux. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a dit on va commencer plus de bonne heure. C'est l'Association du hockey mineur de Charlebourg qui organise pour nous au PJ, au pavillon de la jeunesse. Donc, on a dit on rajoute 24 équipes, 12 du Québec et 12 de l'extérieur. On a dit qu'il fallait qu'on en parle que le téléphone sonne. Donc, les 12 de l'extérieur. Fait que d'où là, on passe de 120 à 144 et on va jouer la finale au Centre Vidéotron le dernier dimanche. Il faut comprendre que depuis la venue du PJ, il y a une atmosphère qui est incroyable au PJ aussi. Là. Donc, les jeunes là, sont vraiment dans le tournoi du fait à la proximité des 2 arénas. Mais là, dans le fond, pour inclure le PIWIA, le tournoi va-t-il commencer genre un jour plus tôt? On va-t-il ajouter un jour de plus, dans le fond, au tournoi? Ou c'est juste un gros réorganisement des heures de glace, dans le fond? Oui, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que normalement, au PJ, on commençait le dimanche avec le tournoi de la deuxième chance. Donc, tous ceux qui perdaient leur première partie au Centre Vidéotron s'en allaient au PJ pour une chance de revenir plus tard. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de commencer le dimanche au PJ, on commence le jeudi au PJ. Donc, en tant que tel, il n'y a pas plus de jours de tournoi. Il y a juste plus de jours sur un deuxième aréna qui est le pavillon de la jeunesse. OK, parfait. Excellent. Puis, tu as mentionné 177 projets sur lesquels vous travaillez là, présentement pour améliorer le tournoi. Puis, vous avez promis une édition 2022 là, assez grandiose pour le tournoi. Est-ce qu'on peut savoir plus, en fait, sur les projets en question? Puis, qu'est-ce que vous comptez faire là, dans des nouvelles annonces, soit dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? C'est sûr que, les 5 annonces que Charles a faites tout à l'heure, c'est les 5 plus grosses annonces en tant que telles. Là. Que ce soit le clin d'œil avec Max Talbot puis Pascal Dupuis, l'école de hockey pour les 2008, pour finalement un baume un peu sur ce qui arrive pour eux. Mais sur les 177 projets, il faut comprendre qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement plaisants à faire, puis de faire des refontes de nos boutiques en ligne ou tout simplement de bâtir un nouvel atelier en arrière, bien, c'est sûr que c'est pas nécessairement... Mais c'est des choses qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire en temps normal. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Écoute, il n'y a rien de bon dans la COVID. Là. Il y en a quand même du bon. Là. Mais tu sais, je me plais à dire que le Christy de morceau de peinture qui manque dans le garde-robe ou qu'on ne veut pas faire chez nous depuis 4 ans, là, ben là, on a le temps de le faire. Là-bas. On a le temps de le faire. Et c'est ce qu'on fait. Comme je dis, c'est pour ça que je dis qu'il y a des projets qui ne sont pas nécessairement le fun, mais il y en a qui le sont vraiment. Ces 5 gros projets-là, c'est vraiment trippant pour nous autres parce que ça nous remet un peu plus dedans. Mais pour nous autres aussi à l'interne, quand on va repartir en 2022 avec des nouvelles plateformes sur le web au niveau des inscriptions, au niveau des hôtels, la façon dont on va gérer les hôtels, tout ça, c'est du temps qui nous est donné pour pouvoir effectivement peaufiner ces affaires-là dans lesquelles on n'aura jamais le temps de le faire en temps normal de tournoi. OK. En terminant, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce que je souhaite non plus, c'est pas ce que James souhaite, c'est pas ce que tout le monde souhaite. Mais qu'est-ce que ça prendrait... Je peux dire non tout de suite. Qu'est-ce que ça prendrait pour annuler le tournoi 2022? On ne sera pas annulé.
ne sera pas annulé? On va en avoir un. Est-ce qu'il va être 100% pareil comme il était en 2020? Écoute, c'est sûr qu'au niveau de la santé publique, il va sûrement avoir des... Moi, je pense que le masque, sans dire qu'on va venir au tournoi puis avec un masque, mais je pense qu'on va avoir beaucoup plus de gens masqués. Ce qui était déjà comme ça en Asie, là, bien avant. Est-ce qu'il va falloir être vacciné pour venir au centre de Vidéotron? J'en ai aucune idée. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je suis convaincu qu'on va avoir un tournoi en 2022. Avec, je regarde les projections, je regarde les facteurs qu'on voit là, à court, moyen terme. Je ne vois pas de quelle façon il n'y aura pas de tournoi. Est-ce qu'il va y avoir un club de Chine? Parce que je ne sais pas, mais est-ce qu'il va y avoir moins d'équipes? Peut-être. Est-ce qu'on va loger moins d'équipes dans les familles d'accueil? Peut-être. Mais je suis convaincu qu'en 2022, on va avoir un tournoi Pee-Wee. Parfait. En tout cas, James, il est content. Lui, il a hâte d'aller arbitrer au tournoi Pee-Wee. On a bien hâte de le voir avec la gang à PO. Puis, je veux profiter de la tribune pour dire, bon, la bonne chose, c'est que les journées rallongent, puis 2020 s'en va. Là. Ouais. C'est une bonne affaire. Je souhaite à tout le monde une bonne année 2021. Je pense que le meilleur est en avant de nous autres. On va s'en sortir toute la gang ensemble. Oui, tout à fait. Mais, Patrick Dom, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio ce matin. Ça fait plaisir, les gars. Écoute, je te souhaite que les événements 2021 du tournoi connaissent du succès et surtout que l'édition 2022 du tournoi soit grandiose tel qu'annoncé. Yes, sir. Merci, les gars. Merci à toi, James, d'avoir été au rendez-vous. Ça fait plaisir, Charles. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. C'était le dernier podcast de l'année 2020 de Boisvert Radio. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre soutien tout au long de l'année. Et en tout cas, depuis que j'ai lancé Boisvert Radio au mois de juin dernier, je vous souhaite une très belle année 2021 à vous, à vos proches, de la santé, du succès dans ce que vous entreprenez. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.